Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir, d'accueillir du coup Clara qui va nous parler aujourd'hui, de la gestion des droits d'auteur dans les projets digital learning. Bienvenue Clara. Salut Delphine, merci beaucoup de m'avoir invitée à ton sommet. Je suis super contente d'en faire partie. Bah, avec grand plaisir. Je pense que ça nous fera du bien ce que tu vas nous partager là, pour nous remettre à jour ou pour ceux qui découvrent, ceux qui viennent d'intégrer le domaine du digital learning. Je pense que ça va être très, très intéressant. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par, nous parler un peu de ton parcours et du coup te présenter? Bien sûr, moi c'est Clara, j'ai 29 ans. Je suis actuellement conceptrice de formation e-learning spécialisée en propriété intellectuelle. Du coup, je propose des formations à destination des salariés, à destination des étudiants et aussi à destination des personnes qui sont à leur compte, donc des freelances, qui incluent les freelances du digital learning. Super. Comment est-ce que tu en es arrivée à faire ça? Ah, il s'est passé plein de choses. Alors, moi, j'ai d'abord été avocate. J'étais avocate, spécialisée en propriété intellectuelle, du coup, et en nouvelles technologies. J'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine parce que j'ai toujours été très proche, des milieux de la création artistique, culturelle. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi et d'ailleurs, j'ai longtemps fait de la musique. Donc c'est ça qui a créé un lien, on va dire, avec cette spécialité. Sauf que, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai assez vite compris que le métier d'avocat, c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé de m'écouter et de raccrocher la robe d'avocat. Pour autant, j'ai pas lâché le droit de la propriété intellectuelle qui a vraiment toujours été un coup de cœur et encore plus spécialement, le droit d'auteur. C'était juste le métier en tant que tel d'avocat qui était pas fait pour moi. Mmh. Et j'ai eu la chance très rapidement de, pouvoir commencer à dispenser des cours dans des écoles, supérieures privées de type, école de management, école de marketing, école d'informatique et là, j'ai enfin commencé à me sentir à ma place. Donc je me suis dit: «OK, c'est cool, on avance». Et puis, juste après ça, j'ai été, recrutée en tant que salariée pour travailler à la pédagogie d'une école et c'est, pendant cette année où j'ai travaillé là-bas que j'ai eu un gros déclic en découvrant le monde du digital learning, pardon, que je connaissais absolument pas. Donc ça a été, une découverte, un choc, vraiment de me dire: «OK, ça existe» et presque je me suis remise en question de ouf par rapport à tout ce que j'avais fait juste avant et les cours que j'avais pu dispenser, la façon dont j'avais enseigné Mmh. et vraiment, je me suis dit, «Il faut absolument que j'en sois, il faut que j'en fasse partie» et je sens qu'il y a quelque chose d'important en plus à faire en propriété intellectuelle. Donc finalement, renouer encore avec la propriété intellectuelle que j'avais un peu lâchée en étant à la pédagogie de cette école et revenir, vers, le monde de la formation, qui me plaît énormément et du coup, quand j'ai commencé, à me former à la conception e-learning après avoir quitté mon travail, parce que j'ai vraiment décidé, de tout lâcher en quelque sorte pour, e-learning, le digital learning, tout s'est confirmé. Mon envie de travailler dans ce domaine, et le fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire, dans la propriété intellectuelle, plus spécialement en droit d'auteur pour les freelances du digital learning. Trop bien. C'est top. Hem, je suis super contente pour toi, enfin que tu aies pu avoir, ces expériences-là et du coup, enfin, pour toi que le chemin, enfin, en fait, se soit vraiment ouvert à ce niveau-là et tout, c'est vraiment super top. Ah Hem, merci. Est-ce que tu peux, nous expliquer, du coup, comme tu en parles un petit peu depuis tout à l'heure, ce qu'est la propriété intellectuelle? Oui, avec plaisir. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour expliquer, ce qu'est la propriété intellectuelle, c'est revenir donc, aux mots eux-mêmes. Donc propriété d'un côté, qui renvoie au fait de posséder une chose, de posséder un bien, d'en être propriétaire et de l'autre côté, on a le mot intellectuel qui vient qualifier cette propriété. C'est-à-dire que cette propriété, elle est comment? Elle est d'ordre intellectuel. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'elle est immatérielle, elle est incorporelle, on ne peut pas l'attraper. D'accord? C'est pourquoi la propriété intellectuelle va toucher au domaine, de la création au sens large et à des éléments qui sont pas palpables. Et en fait, très vite, vous allez comprendre de quoi je parle parce que ça va être, par exemple, une musique, un film, une chorégraphie et cetera. Donc toutes ces choses-là, c'est pas palpable, OK? Mmh. Contrairement, par exemple, à la propriété matérielle qui, elle, va porter sur un objet palpable. Donc je vais vous donner un petit exemple que j'aime bien. Si vous achetez un vinyle, OK, vous allez être propriétaire de cet objet matériel, de cet objet palpable que vous pouvez attraper dans vos mains, qui est le vinyle. En revanche, il va falloir considérer que sur ce vinyle, il y a une musique qui est gravée. Il y a une musique qui est reproduite. Cette musique, elle n'est pas palpable, elle est incorporelle, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Et c'est sur cette musique, et pas sur le vinyle en tant que support de cette musique, que vont porter les droits de propriété intellectuelle qui ne vous appartiennent pas. Contrairement au vinyle, objet matériel palpable, qui lui vous appartient. Donc,
qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'est pas parce qu'on a acheté un vinyle, que ce vinyle, on l'a chez soi, que c'est un objet matériel qu'on a dans les mains, qui est palpable, qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut avec la musique qui est gravée dessus, qui, elle, est immatérielle, incorporelle, pas palpable, sur laquelle sûrement il y a des droits d'auteur et qui vous appartiennent pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une distinction hyper importante qu'il faut faire entre propriété matérielle et immatérielle, propriété matérielle et propriété intellectuelle du coup. Et du coup, il y a quelque chose de très important aussi à comprendre, c'est qu'à partir du moment où naît, la propriété intellectuelle qui va porter sur quelque chose d'incorporel, va y avoir tout de suite, quelque chose de très important qui est la notion de monopole. Une personne qui détient des droits de propriété intellectuelle, tout de suite, il faut vous dire, elle a un monopole. Elle a un monopole sur cet objet immatériel. Et ce monopole, ça signifie une chose, c'est qu'elle a un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'objet sur lequel elle détient des droits. Donc là, quand on a donné l'exemple de la musique, c'est ça. Donc c'est ce droit exclusif d'autoriser ou d'interdire une exploitation. Et pour compléter la définition que je viens de vous donner, faut bien savoir aussi que la propriété intellectuelle, elle va se subdiviser en deux sous-domaines. On a un premier sous-domaine qui s'appelle la propriété industrielle. C'est là qu'on va trouver des choses que vous connaissez, je suis sûre, c'est-à-dire le droit des marques, ça vous connaissez, je pense, le droit des brevets, je pense aussi. Peut-être un peu moins connu, mais qui vous dit peut-être quelque chose, c'est le droit des dessins et modèles. Et là où je suis sûre que vous ne connaissez sûrement pas, c'est les obtentions végétales et les indications géographiques. Ça, c'est des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au sous-domaine de la propriété industrielle. Et ensuite, le deuxième sous-domaine, c'est la propriété littéraire et artistique, où on va trouver les droits d'auteur, donc qui vont nous intéresser plus particulièrement, puisqu'en fait, ils touchent vraiment les freelances du digital learning, mais on en parlera après, et les droits voisins, sous-entendu les droits voisins du droit d'auteur. Voilà. Et donc, tout ça, c'est vraiment tout ce qui va composer la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Donc, on retient qu'ils appartiennent à la propriété littéraire et artistique. Merci Voilà. beaucoup pour la définition. On sent ton expérience de formatrice, du coup, derrière, c'est super clair, en tout cas pour moi. Donc, j'espère que ce sera Ça le me fait cas pour trop tout le monde. plaisir. Super. Et puis, ouais, l'exemple, enfin, très, très bien choisi, hyper parlant. D'accord. Est-ce que Super. tu pourrais nous dire, du coup, qui est concerné par les droits d'auteur? Tout le monde. Ouais. Vraiment. Ouais, tout le monde, mais parce que, en fait, ils sont partout. Ils sont dans tout ce qu'on fait, ils sont dans tout ce qu'on va, utiliser, tout ce dont on va faire usage, mais on s'en rend pas forcément compte, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont, enfin, trop naturelles dans la façon dont on va faire les choses et on n'est pas forcément éduqué à ça et ce qu'il y a derrière. Mais en réalité, comme je vous ai dit, la propriété intellectuelle, ça touche à tout ce qui est domaine de la création, vraiment prise au sens très large du terme. Donc finalement, elle est dans notre quotidien et elle est absolument partout. Encore un exemple. Donc là, si vous regardez la vidéo sur votre ordinateur, par exemple, il y a plein de droits de propriété intellectuelle potentiels qui sont liés à cette vidéo, à votre ordinateur, au logiciel qui aurait potentiellement sur votre ordinateur, au site internet que vous consultez avec votre ordinateur, et j'en passe parce que sinon ça ferait une trop longue liste. Et je parle de droits de propriété intellectuelle qui sont potentiels, parce qu'il existe pour chacun des droits de propriété intellectuelle des conditions à remplir, des conditions qui sont propres à chacun de ces droits et qui permettent de faire naître le droit, de faire en sorte que le droit existe. Donc il faut que ces conditions soient remplies. Bon, donc c'est pour ça que je parle de potentiel. Pour le droit d'auteur, par exemple, on va devoir réunir deux conditions. On doit être, premièrement, en présence de ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. Voilà, bon, peu importe, en présence d'une œuvre, mais c'est juste que le code de la propriété intellectuelle parle plus précisément d'œuvre de l'esprit. Et il faut que celle-ci ait la caractéristique d'être originale. Et l'originalité, c'est défini par les tribunaux comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et ça veut dire des choses spécifiques aussi, mais voilà, pour vous exposer, on va dire, les conditions et que vous compreniez pourquoi j'utilise aussi le mot potentiel. Et pour revenir à ce que je disais, si vous regardez cette vidéo sur votre ordinateur, donc il y a plusieurs droits de propriété intellectuelle potentiellement impliqués. Vous avez donc les logiciels dont j'ai parlé. Un logiciel, potentiellement, ça va pouvoir être protégé tant par le droit d'auteur que parfois par le droit des brevets aussi. Vous avez le design de votre ordinateur. Tous les ordinateurs n'ont pas le même design. Eh bien, ce design, il peut être protégé tant par un droit d'auteur que par un droit des dessins et modèles. On a le logo qui constitue la marque de votre ordinateur. Ce logo, on peut imaginer qu'il soit protégé par le droit des marques, très bien, mais il peut aussi potentiellement être protégé par le droit d'auteur. Il
il y a tous les sites internet que vous allez visiter avec votre ordinateur et eux, ils peuvent aussi potentiellement bénéficier d'une protection par le droit d'auteur et j'en passe. Et vraiment, je pourrais m'amuser à faire des listes infinies là-dessus. Mais en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment partout, c'est dans nos objets du quotidien, les objets qu'on va utiliser le plus, les choses dont on va le faire le plus usage. Donc, pour répondre à ta question, très clairement, tout le monde est concerné par les droits de propriété intellectuelle. Et j'ai même envie de vous dire que vous qui regardez cette vidéo et qui êtes freelance du digital learning, vous êtes d'autant plus concernés. C'est-à-dire que ça touche tout le monde, certes, mais il y a des domaines dans lesquels ça touche encore plus. Et là, quand on travaille en tant que freelance du digital learning, clairement, on est directement et particulièrement concerné. Parce qu'en digital learning, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. La première, c'est qu'on conçoit des formations souvent qui vont intégrer des contenus tiers. Et ces contenus tiers, bon, qu'on va appeler médias souvent dans le jargon du digital learning, vous les connaissez. Donc, on a tout ce qui va être les photographies, les designs, les typographies, des musiques, des textes, des vidéos, des voix off, tout ça. Ces contenus tiers, en fait, très vite, vous vous rendez compte que ça correspond à la définition que je vous ai donnée avant, que voilà, qu'on a potentiellement ce fameux droit d'auteur dessus ou d'autres types de propriétés intellectuelles. Et comme je vous ai expliqué, il y a forcément ce fameux monopole, ce droit exclusif d'autoriser ou d'interdire qui appartient à la personne qui est titulaire des droits, donc pas vous, puisque ce sont des contenus tiers, et vous les utilisez, premièrement. OK. Et la deuxième chose, et ça c'est ça qui est cool aussi, c'est que vous créez. En tant que freelance digital learning, vous êtes des créateurs et que donc potentiellement les créations que vous réalisez pourraient être elles-mêmes protégées par le droit d'auteur ou qui sait un autre droit de propriété intellectuelle. Donc à partir de là, clairement, tout le monde et encore plus spécifiquement dans le digital learning est concerné par ces droits de propriété intellectuelle et le droit d'auteur du coup. OK. Merci pour cette réponse archi complète, encore une fois. Est-ce que tu pourrais nous parler, du principal écueil que tu as repéré, chez tes freelances du digital learning justement, par rapport à ce concept de droit d'auteur? Yes, oui, je peux. Alors en fait, c'est vrai que, pour moi, c'est flagrant, mais c'est aussi que ça vient de ma formation. Donc en Mmh. réalité, ce qui se passe, c'est que j'ai fait le chemin dans un certain sens. J'ai d'abord été spécialisée dans un domaine et après j'ai été, me former en, conception et learning. Donc même au sein de la formation que j'ai pu faire, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un manque fou en fait, d'existence, de formation sur, le sujet. Et du coup, il y a 2 types, si vous voulez, d'écueils que je vais remarquer. C'est juste une question de degré. Soit il y a un manque de sensibilisation, clairement, donc dès l'entrée, il y a ce manque de sensibilisation-là, ce manque de prise de conscience de l'existence des droits de propriété intellectuelle, des droits d'auteur et de tout ce qu'ils vont impliquer finalement. De toute façon, on peut pas aller jusqu'à, se poser la question de ce que ça implique si on n'a pas conscience. Voilà, donc Mmh. la base. Et ensuite, quand on a, un peu cette sensibilisation, cette prise de conscience, et ben, il y a malgré tout le manque de connaissances, le manque, de connaissances, de compétences, au sujet des règles qui vont s'appliquer, alors même que les personnes sont bel et bien concernées et qu'au fond, elles le savent, quoi. Donc il y a ces 2 choses et c'est en fait un degré différent qui se rapporte à peu près à la même chose, manque de conscience, manque de connaissances, et cetera. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça va finir par, des recherches sur internet et c'est, pas forcément ce qui avance le plus. Je pense que c'est hyper frustrant d'ailleurs parce que, je pense que vous vous noyez, très fortement dans, toutes les informations qui vont vous être, délivrées et que vous n'arrivez pas forcément à faire le tri et ces manques en fait, comme je disais au début, ils sont dus à plein de choses. Le fait qu'aujourd'hui, quand on se forme au digital learning, je ne crois pas qu'on nous forme correctement, à toute cette partie-là qui concerne les droits de propriété intellectuelle et même quand c'est abordé, parfois il y a des erreurs. Après Mmh. voilà, c'est forcément mon constat avec, cet œil un peu trop pointu peut-être, mais voilà. Et donc, je vois aussi des personnes qui se posent des questions ultra spécifiques. Donc là, on est chez les gens qui ont pris conscience, qui ont envie de savoir et qui d'un coup vont se poser des questions ultra spécifiques, qui vont pouvoir, se faire une liste de 10 questions ultra spécifiques. Trop spécifiques, ça va les perdre. Alors qu'en réalité, on peut tout à fait regrouper toutes ces questions super spécifiques, les appliquer à un seul et même raisonnement, tant qu'on le fait dans un certain ordre, à partir de certaines bonnes questions qu'on va se poser pour faire les choses correctement. Et le truc, c'est qu'on est perdu. Ça va dans tous les sens. Et pour Mmh. répondre à ces écueils, à ces manques, la première étape, je pense que c'est la prise de conscience. Ensuite, se dire que oui, il y a des règles, il faut les accueillir, faut pas les nier parce qu'en fait, elles sont obligatoires. Et donc, à partir du moment où elles sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui sont mises en parallèle, même s'il faut pas être effrayé, hein. Et il faut se rassurer après en disant, bah oui, il est possible de se former là-dessus.
Donc voilà, ça va dans 2 sens, c'est ça qui est génial et ça vaut vraiment le coup d'aller au-delà de ces écueils que j'ai pu observer. Parce que comme je vous ai dit, ça vous concerne en fait aussi directement et vous-même, vous pouvez être les bénéficiaires de cette protection. Mmh. Intéressant. Ouais, vraiment très intéressant. C'est vrai, enfin, je confirme, hein, enfin, en tout cas, moi, par rapport à ma propre expérience, c'est vrai qu'effectivement, on cherche sur internet et des fois, on a quelques cours quand on suit des formations, mais bon, déjà, ça reste jamais vraiment dans la tête et puis Mmh, ensuite, on retourne les voir, mais on sait pas forcément à quel moment les appliquer, du coup, donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner sur le sujet, ouais, ouais, ouais. je comprends. D'accord. Est-ce que enfin, tu pourrais nous donner un exemple, si on prend, l'utilisation d'une photographie, du coup, dans le cadre, de la création d'une formation en digital learning, est-ce des questions à se poser ou je te laisse, me dire? Oui, avec plaisir. Alors, si on veut exploiter, une photographie, en plus, c'est super que tu me poses la question parce que c'est un bon exemple, tu vas voir pourquoi. On a vraiment des questions à se poser, clairement. Dans le sens où, on l'a compris, ça va pas de soi. On va pas simplement récupérer la photographie, peu importe, d'où on la récupère et puis l'utiliser dans notre projet et puis voilà. On peut pas le faire parce qu'on a bien compris que, il y a des droits dessus, que c'est sûrement des droits d'auteur, ça appartient à des tierces personnes et donc ça va concerner le photographe. Le photographe de cette photographie a potentiellement et très sûrement, des droits d'auteur sur la photographie, donc monopole, donc on est obligé de lui demander l'autorisation. OK. Mais sur une photographie, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut potentiellement y avoir une personne reconnaissable. Et donc là intervient ce que vous avez déjà dû entendre et ce que vous connaissez de près ou de loin, qui est le droit à l'image. Et le droit à l'image à proprement parler, même si c'est pas un droit de propriété intellectuelle en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un droit connexe. Et tout comme pour les droits de propriété intellectuelle, il y a ce manque de conscience de réalité du droit à l'image et ce que ça implique, mais on va pas pouvoir exploiter l'image de quelqu'un qui est reconnaissable sans avoir son autorisation expresse. C'est pas possible. Mmh. Donc du coup, même si effectivement il existe des exceptions que je vais pas forcément lister maintenant, et qui vont faire que on se rend compte, par exemple, avec la presse, il y a des photos qui sont diffusées sans autorisation. Après, parfois, il y a des procès par rapport à ça, mais parfois, ça, c'est possible quand même, parce qu'il y a des exceptions à ce droit à l'image. Par principe, la personne est reconnaissable, on doit avoir son autorisation. Ok, ça vaut pour une photo. Ouais, c'est très bien, on a sur la photo ce double, cette dualité qui est un, le droit d'auteur, deux, le droit à l'image. Ça vaudrait exactement pareil pour une vidéo, où Mmh. on aurait cette dualité aussi. Et, et pour aller un peu plus loin, je vous ai dit, le droit à l'image, c'est pas un droit de propriété en tant que tel, c'est un droit connexe. Mais bon, on l'inclut quand même parce que ça va avec. Et bah, parmi, les droits connexes comme ça, il y a aussi un autre droit qui est le droit à la voix. Donc en fait, l'image, ça fait partie de ce qu'on appelle plus largement les attributs de la personnalité. Et la voix, ça fait aussi partie de ces attributs de la personnalité-là. Et autant qu'il y a un droit à l'image, il y a un droit à la voix. Ça, on le connaît pas trop, mais pourquoi ça nous intéresse, pourquoi ça intéresse les freelances du digital learning? C'est parce qu'en fait, la voix off, c'est quand même quelque chose qui est assez important. OK? Mmh. Et ben, en fait, quand on va exploiter la voix d'une tierce personne, dans le cadre d'un projet en digital learning, en parallèle avec, cette façon de faire, de demander l'autorisation pour une image, il faudrait demander l'autorisation pour, l'exploitation d'une voix. Voilà, donc que ce soit une photographie ou tout autre contenu, création, média qu'on va utiliser en digital learning, on doit toujours se poser la question: «Est-ce que j'ai l'autorisation ou les autorisations?» qui, sont nécessaires pour l'exploitation de ce contenu bien spécifique et on peut les obtenir de plusieurs façons différentes. Par exemple, pour une photographie, on pourrait, se dire: «Bah, voilà, je vais aller en direct auprès, du photographe qui est l'auteur de la photographie, je réclame son autorisation». Ou encore, je vais aller voir directement la personne qui est photographiée et reconnaissable et je demande son autorisation. Mais s'il se trouve que c'est une photo qu'on a trouvée sur une banque d'images, bah là, en fait, ça peut être tout simplement d'aller se référer aux licences telles qu'elles figurent, en fait, sur les sites internet, telles qu'elles sont proposées et très souvent, les elles vont inclure elles-mêmes le droit à l'image. C'est pas enfin, c'est toujours nécessaire d'aller vérifier et de bien lire parce qu'il faut toujours se dire que même s'il y a une licence qui est proposée sur une banque d'images ou banque de données de tout autre média, tout autre contenu, on doit rester dans les clous de la licence. Donc en fait, Mmh. si elle nous dit: «Vous pouvez faire ça, ça, ça», vous ne pouvez faire que ça et rien d'autre. Donc voilà et après, il y a aussi, ce qu'on appelle les organismes de gestion collective qui en fait, pour la plus connue, je suis sûre que si je vous le dis, vous allez me dire: «Ah oui, la plus connue, c'est la SACEM». C'est pour la musique, tout le monde connaît et en fait, bah, il y en a plein parce qu'elles sont toutes spécialisées dans un domaine, voire carrément des sous-domaines et en fait, elles vont gérer collectivement les droits, de personnes qui ont des droits de propriété intellectuelle, qui ont des droits d'auteur, dans des, catégories, dans des domaines différents. La SACEM, ça sera pour, les droits qui concernent la musique et si on est adhérent
Si un auteur est adhérent d'une de ces sociétés de gestion collective, organismes de gestion collective, eh bien, il a autorisé la société à gérer pour son compte les droits. Donc, on pourra aller directement auprès de cette société. Donc voilà, si on a envie d'exploiter une musique, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur le site de la SACEM. Et on est guidé en général. On peut aussi les appeler. Par exemple, moi, je trouve que la SACEM, c'est bien fait. Si on se pose des questions, on peut les appeler. Il y a des permanences juridiques. Il y a des personnes qui répondent à nos questions. C'est quand même pas mal. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en ligne aussi et qui peuvent être assez intéressantes et assez rapides. Je me suis éloignée de l'image, mais c'était pour vous montrer Mm. un peu auprès de qui on pourrait récupérer les droits. Et il existe aussi des sociétés de gestion collective qui vont concerner les images. Il y a une liste qui est faite de toutes les sociétés de gestion collective qui existent et qui est une liste, je crois, sur un site du service public qu'on peut retrouver très facilement. Et donc, une dernière chose qui est très importante, c'est que très souvent, quand j'observe des gens qui veulent bien faire et je sais qu'ils veulent bien faire, ils vont se dire: «OK, j'ai compris, je dois réclamer l'autorisation, je dois obtenir l'autorisation». Super, donc première étape, nickel. Eh bien, ils vont pas forcément se rendre compte que l'autorisation, elle répond à des règles très strictes. C'est-à-dire que le droit nous impose une rédaction spécifique et en fait, c'est ce qu'on appelle les conditions de validité. Si les conditions de validité sont pas remplies, l'autorisation, c'est comme si elle avait pas été donnée. Je vous donne un exemple, si vous faites un contrat, que vous faites une clause qui s'appelle propriété intellectuelle et vous écrivez tout simplement une phrase, du style, hein: «Un tel accepte de céder ses droits d'auteur à un tel» et que ça s'arrête là, malheureusement, en fait, d'un point de vue juridique, c'est comme s'il y avait rien qui était écrit. Donc il y a aussi, cette étape-là de comment est-ce que, on remplit ces conditions de validité. Enfin, encore une fois, super intéressant. Du coup, est-ce que c'est la même chose sur le dernier point que tu as soulevé, quand, on a quelqu'un qui fait la voix off, qui nous envoie son devis et son enfin, il y a pas toujours moi, j'ai pas toujours reçu des contrats vraiment, j'avais directement les devis et la personne, en fait, écrivait, dessus qu'elle cédait ses droits. Du coup, ça, est-ce que pour toi, c'est valable ou pas? Bah, en fait, oui et non, c'est très compliqué et ça, c'est un cas qu'on va retrouver beaucoup, en droit où je pense qu'il y a pas mal d'affaires là-dessus, qui sont moi, j'en avais vu en tout cas quand j'étais avocate à cette époque. Le fait est que normalement, il y a 2 choses à en distinguer. Il y a le prix qu'on paye pour la prestation, d'accord? Et ça, c'est comme on appelle un fee, c'est un one shot en fait, c'est un forfait, on paye un tarif pour une prestation. Et il y a ensuite ce qu'on appelle les redevances, les royalties en anglais, peut-être ça vous parle plus le mot royalties, qui elles correspondent à la contrepartie des droits qui sont cédés. D'accord? Donc, pour un droit à la voix, j'imagine que, vu que je vous ai dit, c'est des droits connexes aux droits d'auteur, c'est l'attribut de la personnalité, peut-être qu'on pourrait juste s'arrêter à un one fee, mais je préfère qu'on prenne un exemple où ça parlerait peut-être plus, si vous avez engagé quelqu'un pour réaliser un contenu protégé par le droit d'auteur, peut-être vous allez le payer pour sa prestation, d'accord? Et cette prestation-là, c'est un one fee, c'est-à-dire que vous allez le payer X euros, c'est décidé, c'est Mmh. comme ça, c'est conclu. Mais en fait, la cession des droits, peut-être qu'elle va répondre à autre chose, puisqu'en contrepartie, il y a ce qu'on appelle les redevances. Bien sûr, il y a des cessions qui peuvent être à titre gratuit. Parfois, on peut même décider que le prix de la prestation inclut la cession, mais il y a quand même une manière de rédiger qui est obligatoire, surtout dans les cessions de droits d'auteur et qui est extrêmement stricte, qui est la plus stricte qui existe. Donc, si vous l'incluez dans le devis et que vous n'avez pas, par exemple, renvoyé à une annexe potentiellement et que cette annexe, elle n'est pas bien spécifiée, bien détaillée, qu'elle remplit pas les conditions, moi, je vous dis, soit il va rien se passer parce qu'il va rien se passer, que vous êtes tous de Mmh. bonne foi et que tout le monde est OK, et c'est super. Enfin, c'est comme ça qu'on a envie que ça se passe. Soit potentiellement, il y a matière à faire tomber la session. OK, d'accord. C'est bon à savoir. Ouais, je veux pas Merci. vous faire peur, hein. Non, vraiment, la plupart du temps, il y a pas de problème. C'est juste Mmh. qu'en fait, je pense qu'il est tellement important de comprendre ce qui nous entoure, de comprendre la réalité des choses. Ça veut pas dire qu'on va faire, tout toujours, jusqu'au bout parfaitement. Ça veut pas dire, même moi, que quand je fais les choses, parfois je vais pas, savoir que là, c'est pas, parfaitement parfait, par rapport, au droit ou quoi. Mais en fait, à partir du moment où on a conscience de la chose, où on comprend ce que ça implique et qu'on prend une décision en connaissance de cause, ça a plus rien à voir. Parce qu'en fait, on Mmh. mesure, on fait ce qu'on appelle un assessment, en fait. On sait les choses et on en a une maîtrise qui est complètement différente. Mmh. Donc voilà, et franchement, honnêtement, n'ayez pas peur. J'espère vraiment que là, en m'entendant parler, vous n'êtes pas en train de vous décomposer en pensant peut-être à des choses que vous avez faites auparavant, parce qu'il ne se passera rien. C'est juste que mieux vaut que vous soyez bien équipé pour la suite. La plupart du temps, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il ne se passe jamais rien, mais il faut quand même prendre conscience, c'est des règles qui sont obligatoires. Voilà. OK, merci. Selon toi, au-delà de ce que tu nous as déjà partagé, quels seraient les bons réflexes à avoir en tant que freelance de digital learning, justement, quand on commence un projet? Alors, il y en a plusieurs, hein.
Pour moi, avoir des bons réflexes, c'est se poser les bonnes questions. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je remarque beaucoup de personnes qui vont avoir une dizaine de questions hyper précises qu'elles vont se poser. Or, ces questions, elles pourraient toutes être regroupées et puis tout simplement suivre un cheminement de pensée. Pour moi, des bons réflexes, c'est des bonnes questions que l'on se pose dans le bon ordre. Ces questions, elles correspondent à ce que j'aime appeler des warnings, des points d'attention. Et elles vont vous permettre d'être guidés dans vos projets pour ce qui touche au droit d'auteur. L'idée, c'est absolument pas de faire de vous des juristes. C'est absolument pas de se dire qu'à partir du moment où vous êtes face à une question trop complexe, vous pouvez la résoudre vous-même. Non. Vous-même, vous savez que dans votre propre spécialité, vous jouez un rôle. Alors imaginez bien qu'un avocat, dans sa propre spécialité, il en joue un aussi. Quand vous êtes face à quelque chose de trop complexe, bien évidemment, vous allez vers du conseil qui est personnalisé. Mais vous pouvez dès en amont, bien sûr, avoir des bons réflexes, des bonnes questions. Ça va vous permettre d'avancer sereinement sur vos projets. Moi, j'ai plein de questions que je pourrais vous donner. Ça serait par exemple, premièrement, quel type de contenu ou de média est-ce que je suis en train d'utiliser présentement? Où est-ce que je l'ai trouvé? Ça pourrait être ensuite, est-ce que ces médias sont protégés par un droit d'auteur, un droit à l'image, un droit à la voix, un autre droit de propriété intellectuelle et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que éventuellement pourrait y avoir une exception? Ça on n'a pas encore parlé, mais ça existe. Parfois, il y a un droit d'auteur, mais il y a une exception à ce droit et que d'un coup, l'autorisation, elle est plus requise pour une exploitation spécifique. Donc, est-ce qu'une exception pourrait s'appliquer à ma situation? Ou est-ce que mon média serait tombé potentiellement dans le domaine public? Qu'est-ce que c'est que le domaine public? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique vraiment? Si je dois bien finalement obtenir une autorisation pour exploiter ce contenu, donc que ça tombe pas sous le coup d'une exception, qu'il n'y a pas de domaine public, etc., que ce soit pour le droit d'auteur, droit à l'image, droit à la voix ou un autre droit, auprès de qui dois-je obtenir l'autorisation? Comment dois-je procéder? À quoi est-ce que je dois être attentif dans la rédaction même de cette autorisation? Puis, ensuite, dernière, série de bons réflexes, bonnes questions, warning. Est-ce qu'il est nécessaire rédiger un contrat plutôt type licence? Plutôt type cession de droit? Parce que en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a 2 gros types de contrats en propriété intellectuelle, la cession et la licence, qui couvrent des choses différentes, qui sont soumises à des règles différentes. Et et aussi, tout simplement, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'ores et déjà une licence proposée directement en ligne, notamment quand on est sur les banques de données type images, vidéos, sons ou tout autre type de banque de données et qu'est-ce que ça implique? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est avoir des bons réflexes, se poser des bonnes questions, se les poser dans le bon ordre, suivre un chemin, en fait, où, c'est toujours le même déroulé. Ça sert à rien de se poser 10 questions méga précises, hyper, pointues parce qu'en fait, faites les choses en mode, domino, one by one et vous allez arriver à dérouler ce fameux fil, et être guidé et réussir à avancer comme ça. Et j'ajouterais aussi qu'avoir des bons réflexes en droit d'auteur, c'est surtout comprendre qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les idées reçues qu'on a, malheureusement, elles sont hyper répandues et il y a un exemple à chaque fois qui me choque beaucoup et qui me fait mal, c'est, quand, on parle de ce qui est libre de droit. Donc en fait, très souvent, on se rend pas compte que c'est un vrai faux ami et que, un média qui est libre de droit, c'est pas du tout un média avec lequel on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça ne veut pas du tout dire que, d'un coup, il y a plus aucune condition. Non. C'est pas ça, un média libre de droit, c'est un média qui est distribué sous une licence qui est dite licence libre. Et donc, il y a ce raccourci d'un coup, on entend libre, on se dit qu'on peut tout Mmh. faire. Donc, soit c'est un média distribué sous une licence type licence libre, ou encore les licences sont arrivées un peu après les licences libres qu'on appelle les licences open source. Je pense que c'est des termes que vous avez déjà entendus, mais c'est des licences où il y a quand même des règles. C'est des licences où il n'y a pas plus de limites. Et du coup, le libre de droit, ça ne veut pas du tout dire dépourvu de droit. Voilà, ça c'est un faux ami parmi plein d'autres et vraiment Mmh. qui sont hyper répandus, en propriété intellectuelle et qui font qu'en fait, très souvent, on va se laisser avoir par une appellation. Donc je vous conseille, ne faites pas l'impasse sur les bonnes questions à vous poser quand vous exploitez, des médias. Posez-vous les bonnes questions et n'oubliez jamais que ces questions, elles vont valoir aussi pour vous. Parce que si vous voulez poser pour l'exploitation de médias tiers, ça veut dire que réciproquement, on devra se la poser pour l'exploitation de vos médias et vos créations. OK? Donc ça va dans les 2 sens, c'est positif. Ouais. Oui et sur ce dernier point, en fait, c'est vrai que j'ai déjà eu la question,
de concepteurs, en fait, qui disaient: «Mais est-ce que moi, peut-être que tu pourras y répondre, dans mon devis ou enfin, dans ce que je propose, en tout cas aux clients, est-ce que je dois, céder mes droits?» En fait, parce que j'ai conçu la formation. Bah, en fait, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Ça implique plein de choses parce qu'en gros, quand vous allez concevoir, dans le cadre, de la façon dont vous allez le faire et des intervenants qui vont, être impliqués, ça peut dépendre. Est-ce que vous allez être dans le cadre tout simplement d'une conception que vous avez, réalisée sur la commande, d'un commanditaire et donc du coup, vous avez eu un cahier des charges à respecter, vous avez créé quelque chose et vous savez que la personne va l'utiliser comme ci, comme ci, comme ça. Bah, rappelez-vous, on a dit que si vous avez fait, des créations qui potentiellement peuvent répondre aux critères de protection par le droit d'auteur, vous avez un monopole. Ce monopole, c'est le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire. À partir de là, votre commanditaire, il pourra pas, exploiter si vous l'avez pas autorisé correctement. Mais c'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut l'autoriser via une cession de droit, c'est-à-dire vraiment lui céder vos droits? Est-ce qu'il faut l'autoriser via une licence, juste une autorisation d'utiliser ce que vous avez fait? Mais d'un Mmh. autre côté, est-ce que vous, les créations que vous avez faites, vous avez pas faites aussi sur le fondement de créations tierces, Mmh. préexistantes? Et ça, vraiment, c'est une question qui est complexe, qui est pas facile à résoudre, mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'en préoccuper. Si vous avez vraiment réalisé, par exemple, là où ça va être beaucoup plus simple, des choses qui sont à vous, rien qu'à vous et pas sur le fondement de créations préexistantes, du type, les médias de type photographie, c'est vos photos. Voilà. Vous avez décidé que c'est comme ça que c'est fait. Ah bah là, oui, c'est clair. Mmh. Sauf, mais évidemment, sauf si, alors on pourrait se dire, la condition d'originalité n'est pas remplie parce que vous avez été très, très, très guidé, et que le commanditaire vous a dit: «Il faut faire ça, 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 ça», donc finalement, c'est pas original parce qu'il y a pas l'empreinte de votre personnalité parce que vous avez été beaucoup trop guidé pour que ça existe. Mais bon, je veux dire, en réalité, si vous l'avez pas en tête, de toute façon, vous le ferez pas. Mais il vaut mieux quand même garder en tête que normalement, si vous créez quelque chose, que vous êtes pas parti de quelque chose de préexistant, donc là, l'exemple d'une photo que vous avez faite parce que c'est vous qui allez faire les photos ou les voix off, votre autorisation, parce que c'est votre voix, en prenant juste ces éléments que vous allez séparer et pas le module en tant que tel, et complet, oui, sur ces petits éléments que vous avez faits, tout à fait. Il faut se préoccuper de la question, de l'autorisation auprès de la personne qui va exploiter tout ça. OK, merci pour cette réponse, bon, pour la personne en question et je pense que peut-être que d'autres se la posaient donc super. OK, et donc, tu disais tout à l'heure que toi tu formais plusieurs types de publics en fait, Mmh. du coup sur ces thématiques-là. Comment est-ce que tu peux, aider les freelances de digital learning? Alors, moi, je peux les aider de plusieurs manières. Je peux les aider en les accompagnant, mais en les accompagnant toujours sur le domaine de la formation. Moi, je forme. C'est-à-dire que ça me tient vraiment à cœur de faire passer le message que, bien que j'ai été avocate par le passé, je ne suis plus avocate actuellement. Et tout ce qui relève du conseil personnalisé, c'est de la profession réglementée qui est accessible uniquement aux personnes qui pratiquent le métier d'avocat. Donc, Mmh. voilà, moi je respecte la règle, c'est interdit de faire du conseil personnalisé en dehors de ça. Bien sûr, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du conseil personnalisé auprès de ses amis, son entourage et des gens comme ça, on va dire au compte-gouttes à la volée. Mais je peux pas me préoccuper d'un problème, on va dire, trop précis, trop particulier. C'est pas ça que j'apporte. Moi, je vous apporte une formation, je vous apporte de la sérénité au quotidien, pas sur un problème spécifique et puis après quand ce problème il est passé, c'est fini et Mmh. vous aurez même pas compris comment on a résolu la chose, ni quelles ont été les questions qu'on s'est posées, ni par quel chemin on est passé, vous aurez juste eu la réponse. Et finalement, bah, après c'est pas réexploitable. Non, moi je vous accompagne sur la formation. Plusieurs possibilités. Soit, vous souhaitez avoir, quelque chose qui soit sur commande et donc du coup, c'est une formation que moi je vous propose sur le fondement de votre propre cahier des charges et qui peut, tout à fait être en présentiel, qui peut, mélanger du présentiel, du learning, qui peut être tout à fait aussi, juste de la synchrone, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est de la formation personnalisée sur des sujets qui correspondent à votre cahier des charges. Ou alors, et c'est là que je pense que ça va plus vous intéresser, je travaille actuellement à la réalisation, à la conception d'une formation sur étagère, spécifiquement destinée aux freelances de tout type de contenu en fait. C'est-à-dire que tous les freelances qui créent des contenus seraient potentiellement intéressés par ce type de formation. Donc forcément, les freelances du digital learning créent des contenus. Donc c'est vraiment fait pour vous. Et cette formation sur étagère, euh, je fais en sorte de prendre deux éléments clés en considération, c'est que vous réalisez des projets qui incluent des contenus tiers et en même temps, vous créez des contenus qui peuvent aussi être protégés. Et je veux vous transmettre, un, les éléments de théorie pour la bonne compréhension des droits d'auteur parce qu'ils font bien passer par là avant d'être du côté pratique où voilà, c'est obligatoire d'avoir un peu cette théorie, sinon vous n'allez pas forcément comprendre. Et ensuite, tout au long de la formation que je vais proposer et sur laquelle je travaille actuellement, vous proposez un cas fil rouge où vous allez créer vous-même votre propre guide des bons réflexes. C'est-à-dire que
en parallèle de la théorie que je vais vous apporter, je vais vous apprendre à répondre aux questions qui sont ces bons réflexes en vous basant sur un cas fil rouge qui vous rappellera grandement ce que vous avez l'habitude de faire vous aussi et du coup qui sera complètement réutilisable. On partira d'un template et ça restera votre template. Et vous allez le réutiliser et vous allez être guidé avec. Voilà, c'est juste qu'on va s'entraîner une première fois ensemble à le remplir avec ce cas fil rouge. Et l'avantage, je pense que c'est un avantage, c'est que je connais les implications du métier parce qu'en fait, je suis freelance du digital learning moi aussi. Et j'ai cette double casquette d'être spécialisée en propriété intellectuelle, encore plus en droit d'auteur. J'étais avocate avant dans ce domaine. Et j'ai jamais lâché la matière, bien que j'ai lâché le métier d'avocate. Mais je suis aussi aujourd'hui conceptrice e-learning en freelance. Voilà, donc c'est plutôt bien pour moi d'avoir cette vision un peu 360. Et pour réaliser cette formation sur étagère dont je viens de vous parler, j'ai puisé dans toutes les questions que vous m'avez posées, parce que j'en reçois énormément. Et aussi essayer de vous comprendre, parce que je sais que même si j'ai cette double casquette, moi j'ai cette expertise qui fait que je ne vois pas forcément certaines choses qui vous posent problème aussi naturellement. Et c'est super parce que j'ai vraiment été nourrie par les questions qu'on m'a posées, soit comme ça, sans que je les demande, soit parce que j'ai été creusée et cherchée et que je reçois énormément de messages, de questions, notamment sur LinkedIn. Et j'ai des thématiques qui reviennent souvent. Et vraiment, je vais tout mettre à profit dans cette formation sur étagère. Et c'est comme ça vraiment que je peux vous aider, en vous proposant quelque chose qui sera réexploitable et non pas du conseil où vous ne comprendrez pas forcément, vous aurez juste la réponse comme ça. Et de toute façon, c'est réservé à un avocat. Et je le précise, n'hésitez jamais à en consulter un si vous en avez besoin. C'est génial, c'est un super beau projet. Bravo à toi Merci. de le mettre en place là en ce moment. C'est top et je pense que oui, enfin, je pense que tu as déjà dû le repérer, mais il va en intéresser plus d'un. Ah, j'espère. J'espère beaucoup. C'est génial. T'as une date pour l'instant ou pas forcément? Alors, j'adorerais que ce soit lancé au plus tard début de l'été 2023. Voilà, c'est dans ma tête, je suis fin mai, début juin, je suis là. Mais il y a plein de choses qui se passent en même temps, mais c'est l'objectif que j'ai en tête. C'est terrible de donner une date parce que donner une date, c'est vraiment si je la suis pas après, je vais être mal. Mais quand même, dans ma Ouais, tête, c'est ça, ouais. trop bien. L'été au plus tard. Super, ok. Est-ce que tu as un avis sur les logiciels anti-plagiat comme, bon, je sais pas le prononcer, mais Scribre? Ouais, je pense qu'on pourrait dire Scriber. Moi, je Ouais, sais c'est pas. ça, Moi, c'est c'est horrible ça. parce que je vais devoir dire Scriber plein de fois et je suis pas D'accord. sûre que ça se prononce comme ça. Ouais, alors oui, j'ai un avis. Donc c'est logiciel anti-plagiat. Ah oui, c'est trop bien, ça me permet de préciser encore un faux ami dans la propriété intellectuelle et dans le droit d'auteur. C'est que le mot plagiat, c'est pas un terme juridique. Donc Ok, en fait, plagiat, ça n'existe pas en droit. ok. C'est un terme qui est utilisé dans le langage courant et souvent dans le langage journalistique. Et c'est pas juridique. Et l'équivalent juridique, c'est la contrefaçon. OK. Ok. Donc en fait, dire plagiat, c'est dire contrefaçon. Et dire contrefaçon, c'est dire euh, exploiter un contenu protégé par un droit de propriété intellectuelle, quel qu'il soit, sans en avoir l'autorisation. Voilà. Donc, être logiciel anti-plagiat, c'est un logiciel qui lutte contre la contrefaçon, qui lutterait contre l'utilisation de contenu quand c'est pas autorisé. Bon. Et du coup, quand je regarde ce que eux disent de ce qu'ils sont, quand je lis sur leur site, ils disent logiciel anti-plagiat gratuit, donc anti-contrefaçon, qui vous avertira si votre texte est similaire au contenu de notre base de données. Donc ici, la vérification anti-contrefaçon, elle va concerner des contenus type texte. Mm. Et moi, j'ai deux points de vue là-dessus pour répondre à ta question. J'ai un premier point de vue en tant que personne qui dispense des cours. Et ensuite, j'ai un point de vue en tant que spécialiste propriété intellectuelle. En tant que personne qui dispense des cours, moi, je suis pour. Je suis pour parce que je suis pour le développement d'outils qui peuvent aider à mieux travailler, qui peuvent aider à faire gagner du temps. Mais je pense qu'il faut toujours garder du recul. Et que je suis pour seulement si on garde du recul, si on mise pas tout là-dessus, et si on reste critique et ouvert d'esprit quand on l'utilise, et qu'on s'y fie pas à 100% comme si finalement on restait un peu aveugle face à ça. Mm. Et ça vaut pour tout type de logiciels qui vont être développés et qui vont avoir vocation à finalement faciliter le travail des choses qui peuvent être très chronophages pour les apprenants et les formateurs. Mais je suis pour les apprenants, je suis pour les formateurs et je vois pas de façon comment on pourrait lutter contre ce type d'outils qui se développent et qui continueront à se développer. Donc, faut pas lutter, en fait, faut le prendre et le prendre en bonne intelligence Mm. et avec du recul. Par contre, en tant que spécialiste en propriété intellectuelle,
Moi, ce que j'ai compris, parce que j'ai été lire un peu ce qu'il y avait écrit sur le site, c'est que la façon dont ils fonctionnent, donc ils ont une base de données composée de, je cite, 99,3 milliards de pages web actuelles et historiques et 8 millions de publications tirées de plus de 1700 éditeurs tels que Springer, blablabla. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vérifier si ce qui est soumis, donc voilà, donc on va leur soumettre, on va télécharger un document type texte si ce document n'est pas un plagiat, donc une contrefaçon, au regard de la base de données qu'ils ont. Donc, c'est Mm. 99,3 milliards de pages web, etc. Première question que je me pose déjà, c'est est-ce qu'ils ont bien les droits pour utiliser cette base de données? Bon, à la limite, disons que c'est leur problème. Ensuite, là où je vais tilter, c'est au sujet des textes qui vont être soumis. Parce que pour qu'il y ait cette détection anti-plagiat, anti-contrefaçon qui soit faite, on soumet bien un texte. Et moi, j'adore cette phrase qui dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et Mm. Scribert, c'est gratuit. Et là, j'ai fouiné et j'ai regardé leurs conditions générales d'utilisation et j'ai pu lire la phrase en téléversant du contenu, y compris des documents sur Scribert. Vous accordez à Scribert une licence non exclusive mondiale libre de droit, entièrement payée, transférable, sous licenciable, blablabla. D'un coup, ils nous disent quoi? Quand vous téléchargez votre texte, vous nous autorisez l'exploitation de ce texte. Et donc, vous vous rendez pas compte que en, en faisant ce téléchargement, en souhaitant vérifier s'il n'y a pas du plagiat sur un texte que vous avez téléchargé sur l'application gratuite Scribert, vous avez accepté les conditions générales d'utilisation et par là même, vous avez autorisé une licence d'exploitation Mm. sur votre texte. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait forcément ce réflexe-là. Mais déjà, bien sûr, il faudrait voir ce que cette clause, elle vaut juridiquement, mais elle est quand même là. Et moi, je suis persuadée que ce type de clause, ce n'est pas la seule clause, qu'à partir du moment où on est dans des logiciels comme ça un peu gratuits, ça vaut quand même la peine d'aller vérifier les conditions générales, qu'on télécharge du contenu qui nous appartient. C'est un peu embêtant parce qu'à partir du moment où on fait ça, si la clause elle est considérée comme valable, ça veut dire qu'on les a autorisés tout simplement à exploiter, tranquillement, notre contenu et ça me permet de dire et de rappeler qu'il faut toujours aller lire les conditions, les licences, tout ce qui est mis à disposition sur un site et je sais que, par exemple, beaucoup d'entre vous et d'entre nous, moi la première, utilise Canva. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir, ce que votre type d'abonnement et la plupart du temps, on est en gratuit, et quand on est en gratuit, on va pas voir parce qu'on est en gratuit. Mais Mm. bon, quand on est en payant, peut-être qu'on va aller plus voir parce qu'on a payé. Mais est-ce que vous avez pensé à aller regarder ce que vous avez le droit de faire avec les contenus que vous réalisez? Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Je suis juste en train de dire est-ce que vous avez pensé à regarder? Voilà. Mm. Parce qu'il y a des licences spécifiques. Et voilà. Donc, pour répondre à ta question, du point de vue de Clara, spécialiste propriété intellectuelle, j'ai un point de vue sur Scribert et ce point de vue, c'est que faites très attention parce qu'un logiciel comme celui-ci et comme d'autres qui sont similaires, finalement, il y a écrit des choses très intéressantes dans les conditions générales d'utilisation qui peuvent vraiment vous concerner, quoi. Ok. Bon, enfin, je savais que j'allais beaucoup aimer ton intervention parce qu'en fait, j'ai toute une checklist de choses à faire par la suite, même pour moi. Non, mais vraiment, ne stresse pas, hein, c'est pas du tout l'objectif, hein. Ouais. Non, non, mais c'est super intéressant. Et moi, par exemple, pour Canva, j'ai pris la version payante, mais effectivement, je n'ai pas lu, même en ayant payé, tu vois, donc, donc ça reste Mais oui, intéressant. mais ça, encore une fois, ça veut pas dire que ce que tu fais, moi, je Mm. pense, tu vois, que c'est inclus. J'ai pas été regarder non plus, moi, je suis en version gratuite, j'avoue. Mm. Mais voilà, juste te dire, en fait, c'est là. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de devenir un extrémiste de la propriété Mm. intellectuelle. De toute façon, l'idée, c'est encore moins d'être un juriste ou quoi. Mais c'est juste, quand on a conscience, Oui, c'est ça. on va avoir ces regards et tout qu'on n'aurait pas avant. Et en fait, bien sûr que euh, la plupart du temps, il arrive rien de grave. Mais ça existe. Ouais. Voilà. Ouais. Non, non, mais ça reste très intéressant parce que, en fait, Mélina, elle fait une intervention du coup sur tout ce qui est numérique responsable. Et là aussi, en Oui, fait, c'est aussi une question de conscience aussi mm, dans ce c'est qu'on fait, clair. en fait. Donc, c'est vrai que ça, je trouve que ça rejoint. Donc, ça reste intéressant d'aller creuser, même si on n'a pas pour objectif de devenir juriste, quoi. Donc, Et pour le coup, j'ai beaucoup à apprendre, je pense, du numérique responsable. Et je pense que ça, c'est là où aussi je vais prendre sûrement, comme toi, plein de notes quand je regarderai son intervention, parce que je pense que pour le coup, je dois être à côté de la plaque sur plein de choses. Mais ça va se Ok. rattraper. C'est ça. Mm. Ok, super. Alors, tu nous as déjà partagé plein de choses du coup sur vraiment les notions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Là, on observe, enfin, depuis un moment de toute façon, en fait, qu'il y a un petit peu l'intégration, enfin,
l'intégration. Enfin, il y a de plus en plus du coup d'intelligence artificielle Ouais, qui est liée du coup à plein de domaines, mais notamment dernièrement, par exemple avec ChatGPT du coup au digital learning. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que c'est pour ceux qui auraient peut-être pas suivi, ouais. et après nous parler un peu des implications pour le domaine de la formation? Oui, avec plaisir. Du coup, ChatGPT, j'avoue, j'aime bien le dire en français, plutôt que ChatGPT, donc on va dire ChatGPT. C'est un outil conversationnel, qui est accessible à tous, qui va fonctionner, grâce à une intelligence artificielle, qui est basée sur un modèle qui va lui permettre de générer des textes et il va être capable de tenir une conversation. Donc comment ça se passe? C'est qu'on se connecte et on se retrouve sur un chat et on va pouvoir, interagir, de manière, vraiment pertinente avec, avec cette intelligence, artificielle qui va être capable de faire plein de tâches, des tâches qui sont toutes liées, au langage. Elle peut écrire des histoires, des poèmes, des scénarios, des chansons, des dialogues, des pièces de théâtre, enfin et cetera. Bref, elle répond, textuellement à des questions, à des demandes, à des sollicitudes, que qu'on va lui formuler et pour faire tout ça, elle a accès à une base de données et c'est-à-dire cette base de données, c'est tout internet jusqu'au 31 janvier 2000, non pardon, jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà. Et je pense que personne n'est passé à côté de ChatGPT et que c'est parce que ça a été particulièrement mis en avant. Il y a eu un gros buzz et moi, à titre personnel, je m'en suis préoccupée, mais ça m'a aussi permis de réaliser que je m'étais absolument pas préoccupée des autres intelligences artificielles hyper intéressantes aussi, qui fonctionnent très bien et qui peuvent, elles aussi, comme ChatGPT, avoir potentiellement un impact dans le monde de la formation. On a vu aussi que en contre-pied de ce buzz autour de ChatGPT, il y a eu plein de posts du coup qui vantaient un peu ces autres intelligences artificielles. Donc juste pour les citer parce que je les trouve vraiment sympas, je me dis peut-être ça peut vous inspirer. J'ai vu une intelligence artificielle donc qui s'appelle Synthesia, qui va permettre de créer des vidéos à partir de textes bruts. Attention, j'ai rien testé encore, hein, mais ça a l'air quand Mmh. même assez stylé. J'ai vu Sounddraw qui génère des musiques d'ambiance, donc ça aussi qui peuvent être très intéressantes pour le digital learning, et Puzzle Lab qui peut générer des glossaires à partir de documents. Il y en a plein d'autres, hein, mais celles-là, je les ai trouvées vraiment assez pertinentes. Et que ce soit ces outils-là que je viens de citer ou ChatGPT, il y a un impact dans le monde de la formation, c'est évident, parce qu'en fait, à partir du moment où, comme Scriber, c'est un outil qui va être facilitateur, qui permet de gagner du temps, qui optimise des tâches qui sont super chronophages, etc. On va pouvoir en faire usage dans le digital learning comme on pourrait en faire usage dans d'autres domaines. D'accord? Donc, c'est un domaine, le digital learning, la formation qui est concernée, comme d'autres le sont. C'est pas vraiment à titre exclusif. Et, et ce qui se passe, c'est que certes, c'est très bien de pouvoir utiliser ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens sur LinkedIn qui postent des bonnes astuces, des tips pour s'adresser correctement à cette intelligence artificielle. Mmh. Parce que selon la façon dont on s'adresse à elle, elle ne va pas nous répondre de la même manière. Ses réponses ne vont pas être toujours aussi pertinentes en fonction de comment on lui formule la demande. Ça, c'est très bien. Ça nous fait gagner du temps. Il y a plein de gens qui essayent de nous expliquer comment ça marche. Mais restons vigilants, en fait. Au-delà de ça, une fois qu'on a dit: «OK, c'est très bien. OK, ça s'applique, potentiellement, au monde de la formation. Ça peut nous faire gagner du temps. C'est intéressant, pour les apprenants, c'est intéressant pour les formateurs, c'est intéressant pour le digital learning». Faut vraiment, 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 rester vigilant. Moi, j'ai vraiment j'ai fait l'expérience avec ChatGPT, alors que je n'ai aucun homonyme sur terre. Vraiment, je n'ai pas d'homonyme, de lui demander: «Qui est Clara Zloty-Camien?» et d'un coup, j'étais, une Autrichienne décédée dans les années 80, enfin et je lui ai reposé la même question, mais je sais pas, 10 minutes après et en fait, il me connaissait plus. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses comme ça. Donc, tout n'est pas bon à prendre. Faut avoir un certain recul. Faut pas oublier que l'intelligence, artificielle, bah, on n'est pas tous experts, on sait pas tous exactement comment ça fonctionne, donc on va avoir tendance, à faire les choses un peu comme ça, de but en blanc. On parle à un robot qui nous répond et puis ça nous va. Non, il y a vraiment une façon de s'adresser pour que ce soit optimisé. Moi, je pense que c'est très bien parce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir peut-être vraiment avancer sur la façon dont on communique avec et faire que ce soit de mieux en mieux, de plus en plus intéressant. Et voilà, donc ça, c'est une manière plus large. Par rapport à la formation, oui, il peut y avoir carrément, des choses intéressantes à faire. D'accord, super. Et est-ce que du coup tu pourrais, enfin nous donner un peu ton avis sur, bah, enfin ChatGPT, bon j'arrive pas à le dire, mais Oui, ChatGPT c'est du coup ça. du coup les droits d'auteur? Oui, complètement. En fait, moi, je me suis bien intéressée à ça, ça m'a beaucoup amusée. C'est-à-dire que, je lui ai posé, 4 questions à ChatGPT.
sur le droit d'auteur, mais avant de lui poser, je me les suis posées à moi-même. Donc, je me suis un peu challengée. Je me suis dit, tiens, il y a 4 questions vraiment que je trouve hyper pertinentes. Je vais me les poser d'abord à moi, je vais tenter de les résoudre avec mes connaissances, et ensuite, je vais les lui poser à lui et on va confronter ma réponse, sa réponse. Les 4 questions, c'était 1. Est-ce que les contenus textuels produits par ChatGPT peuvent être protégés par le droit d'auteur? Est-ce qu'ils sont protégés par le droit d'auteur? 2. Qui est propriétaire des contenus qui sont générés par ChatGPT? 3. Est-ce qu'on doit avoir une autorisation pour exploiter ces contenus générés par ChatGPT? Mhm. Et 4. Contre qui est-ce qu'on devrait agir si le contenu qui est généré par ChatGPT contrefait une de nos propres œuvres? Et je pense que ça, pour le coup, c'est des questions qui peuvent concerner directement dans le digital learning, parce que si je dis tout simplement la question 3, doit-on avoir une autorisation pour exploiter les contenus générés par ChatGPT? Si dans le digital learning, vous comptez sur ChatGPT à un moment sur une question spécifique pour qui vous aide à rédiger une partie d'un contenu textuel que vous allez réexploiter comme ça, copier-coller en quelque sorte, voilà, la question, elle va se poser complètement pour vous. Et du coup, pour vous donner quelques éléments de réponse, déjà, je vous avais expliqué, pour être protégée par le droit d'auteur, l'œuvre, elle doit être originale. Donc, si c'était un être humain qui avait réalisé ce contenu textuel, cette œuvre textuelle, il y avait bien l'empreinte de la personnalité de cet auteur être humain, eh bien oui, il y aurait une protection par le droit d'auteur. Mais ici, on est face à un texte qui est généré par une intelligence artificielle. C'est là où c'est très intéressant. Mais je trouve qu'en droit, aujourd'hui, une intelligence artificielle n'est pas considérée comme ayant une réelle autonomie. Donc, elle ne peut pas faire ce qu'on appelle des choix libres et créatifs. Et du coup, il n'y a pas d'empreinte de la personnalité d'une intelligence artificielle. Ça n'existe pas, donc il n'y a pas d'originalité. Déjà, on pourrait partir du principe qu'on exclut une existence de droit d'auteur. OK, sur ce que ChatGPT générerait par lui-même, rien que par lui-même. Mais gardons en tête une chose, c'est que je vous ai dit que la base de données, elle est constituée de tout Internet jusque le 31 décembre 2021, si je dis pas de Ouais. bêtises. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on utilise un contenu généré par ChatGPT, on n'est pas à l'abri que ce contenu soit en tout ou partie protégé par des droits d'auteur qui appartiennent à des tiers, puisqu'il a été puisé dans une base de données où potentiellement il y a du contenu textuel qui est protégé par le droit d'auteur et qui appartient à un tiers. Donc voilà, et donc potentiellement réutiliser ce contenu dont on ne sait rien en fait, parce que ChatGPT nous dit pas là, cette phrase, elle vient Oui. exactement mot pour mot. Enfin, c'est très complexe. Potentiellement, oui, potentiellement, c'est de la contrefaçon. On l'aurait réutilisé sans autorisation. Et Mm. du coup, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, que vous voulez voir vraiment mes réponses en détail et les réponses que m'a donné ChatGPT, parce que c'était marrant comment il m'a répondu, vous pouvez tout à fait aller regarder. J'ai fait un petit carrousel. Si vous allez sur mon LinkedIn, vous allez le trouver assez facilement et vous allez pouvoir un peu plus voir en détail cette, euh, ce petit challenge que je me suis fait et les petites réponses de ChatGPT. Ouais, c'était un super post. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais peut-être qu'avec avec les inscrits, il y en aura qui ne l'ont pas vu, donc je les incite aussi à aller le voir parce qu'il est vraiment très sympa. Merci. Avec plaisir. OK. Merci encore pour toutes ces informations-là, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, par rapport à une question que je n'aurais pas posée? Non, là, comme ça, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai donné beaucoup d'informations. J'espère que je vous ai pas déprimé ou terrorisé, vraiment au contraire. Je pense qu'il faut prendre les choses bien. Faut se dire que quand on a un espace de connaissance en fait qui peut potentiellement s'ouvrir à nous, bien que jusqu'à présent on n'y ait pas eu accès ou pour une raison X ou Y et que ça implique finalement des choses qu'on aurait faites mal ou pas vraiment bien ou quoi, c'est pas grave en fait. Ce qui compte c'est que par la suite, bah on s'éveille, on prend conscience, on corrige, on réadapte. Il y a rien qui va se passer de grave. Mais Mmh. n'oubliez pas, ça vous concerne aussi, ça va dans un sens comme dans l'autre. Pour moi, c'est ça le plus important. Et là, voilà, j'aurais rien à rajouter de plus. Je pense qu'après, tu vas me demander comment est-ce qu'on peut me suivre, C'est etc. Donc ça, voilà, ouais. ce serait juste ça. Ouais. OK. Bah, du coup, tu as parlé de LinkedIn tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres, endroits où tu as envie que les gens te contactent? Alors pour l'instant, vraiment, si vous êtes intéressé par tout ce dont je vous ai parlé et qu'éventuellement vous souhaitez qu'on reste en contact pour des formations, c'est sur LinkedIn qu'il faut me contacter. Je suis en train de créer mon site internet en même temps que je suis en train de travailler sur le design de toutes mes prestations et notamment la formation sur étagère dont je vous ai parlé à destination des freelances. Sur LinkedIn, vous saurez tout. Parce que je dirai quand le site va sortir, quand les formations seront dispo, on restera en contact. Et c'est vraiment là, pour moi, le principal point d'accroche.
Et ensuite, si vous êtes intéressé plus largement par la propriété intellectuelle, par curiosité, peu importe, vous pouvez aussi suivre ma page qui s'appelle Propriété intellectuelle actualité. C'est une page qui est vraiment à destination de tous, qui a vocation à partager des jurisprudences, des schémas explicatifs sous forme de ce que j'appelle le legal design, c'est-à-dire l'illustration via le design pour rendre le droit plus intelligible. Donc en fait, je peux vous dire legal design comme je vous aurais dit des schémas, mais c'est vrai que c'est l'appellation un peu stylée, legal design. Et puis aussi des actualités. J'essaye vraiment de rendre la chose la plus intelligible possible pour tout ça. Et de proposer des contenus qui peuvent être aussi vraiment en lien avec l'air du temps et sur des sujets assez sexy, si je puis dire. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez-moi sur LinkedIn. Je serais vraiment ravie de vous avoir dans mon réseau. Et voilà. Oh, c'est super. Bravo pour tout ce travail. Je te souhaite le meilleur pour la suite et Merci. merci aussi, bah, pour le contenu que tu crées, du coup, notamment sur ta page, même si tu en communiques aussi beaucoup sur ton profil LinkedIn. Bah, merci, bah, de nous faciliter le travail, du coup, par rapport à ça. Bah, écoute, merci beaucoup Delphine et enfin, je suis tellement heureuse de participer à ce sommet au milieu des autres experts, donc j'ai vraiment hyper hâte en fait, de d'assister, aux interventions parce que j'ai énormément à apprendre, de toutes ces expertises qui, je pense, sont plus ou moins loin de moi, donc ce que tu fais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Ouais, super, bah, avec plaisir. J'ai hâte aussi que toi et les autres puissiez voir, les autres Oui, conférences parce que tu c'est m'étonnes. vraiment, vraiment cool. Mmh, c'est Merci clair. beaucoup pour ta participation, Clara, du coup. Merci. Je te dis merci, je te dis à bientôt. À bientôt Delphine.